1953. Sa mère entre à l'hôpital pour traiter une dépression. La CIA en fait un cobaye. Ils effacent sa mémoire. Elle ne redevient jamais la même. Ce n'est pas une vieille histoire. Ça se passe maintenant même devant les tribunaux d'Amérique du Nord. Derrière chaque document classifié, il y a des visages et des familles détruites. Aujourd'hui, vous allez connaître le véritable prix qu'ils ont fait payer. Velma Orlikoff. Ce nom ne vous dit probablement rien. Mais il devrait. Velma était l'épouse d'un député canadien. Elle souffrait d'une dépression postpartum, quelque chose que des millions de femmes affrontent, quelque chose de traitable, quelque chose d'humain. En 1957, elle entre à l'Allan Memorial Institute à Montréal, un établissement psychiatrique de renommée, un lieu où les familles placèrent leurs proches avec confiance. Elle cherchait de l'aide. Elle y allait parce qu'elle croyait que la médecine pouvait la guérir. Ce qui s'est passé ensuite aurait détruit non seulement Velma, mais toute sa famille pour toujours. Les enfants de Velma ont vu leur mère sortir de la maison triste, mais aimante. Quelques semaines plus tard, elle revient comme une étrangère. Elle ne reconnaît pas ses enfants. Elle ne sait pas où elle se trouve. Elle ne se souvient plus qui elle est. Ce n'était pas une erreur médicale. C'était délibéré. Mais ce que Velma ne savait pas, c'est que son esprit était sur le point de devenir le terrain de jeu secret de la CIA. Le médecin responsable s'appelait Ewen Cameron, directeur de l'Allan Memorial Institute, ancien président des associations de psychiatrie américaines, canadiennes et mondiales. Un homme que le monde respectait. Un homme à qui les familles confièrent leur vie. Cameron avait une théorie. Il croyait pouvoir guérir les maladies mentales en effaçant complètement l'esprit du patient, puis en le reconstruisant à partir de zéro. Il appelait cela le depatterning, c'est-à-dire la déprogrammation. Comme si les cerveaux humains étaient des ordinateurs qu'on pouvait simplement formater et réinstaller. Et la CIA était très intéressée par cette possibilité. Tandis que Cameron songeait à la guérison, la CIA songeait au contrôle. En 1953, avec la fin de la guerre de Corée et la panique autour du lavage de cerveau communiste, les États-Unis devaient maîtriser l'esprit humain à tout prix. C'est ainsi qu'est né le projet MKUltra. Le 13 avril 1953, Allen Dulles, directeur de la CIA, approuve officiellement le programme. L'objectif affiché était de développer des techniques d'interrogatoire et de contrôle comportemental. L'objectif réel? Découvrir s'il était possible de briser l'esprit humain et de le reconstruire selon la volonté de l'agence. 149 sous-projets furent créés. Universités, hôpitaux, prisons, tous furent impliqués. La plupart ignoraient ce qui finançait réellement la recherche. Des fondations écrans ont été établies. L'argent était blanchi via des organisations apparemment légitimes. Tout était compartimenté, secret, deniable. Et les cobayes se rêvent des citoyens ordinaires. Des gens qui ne sauraient jamais qu'ils participaient à des expériences. Des gens qui n'auraient jamais donné leur consentement. Des gens comme Velma Orlikoff. Le contrat entre la CIA et Ewen Cameron fut établi via une organisation appelée Society for the Investigation of Human Ecology. Un joli nom pour cacher une vérité horrible. Cameron reçut des dizaines de milliers de dollars pour conduire ses recherches. La CIA recevrait tous les résultats. C'était le partenariat parfait. Cameron avait les patients. La CIA avait l'argent et l'intérêt. Et personne ne posait de questions. Velma est entrée en quête de guérison. Ce qu'elle a trouvé, c'était un laboratoire d'horreur. Et le cauchemar ne faisait que commencer. D'abord, des électrochocs, jusqu'à 30 par jour, à des intensités brutales, pour effacer l'esprit et réduire le patient à zéro. Puis, les drogues. Des doses massives de LSD, de barbiturique et d'amphétamine. Cameron poussait le cerveau humain bien au-delà de toutes les limites connues. Mais ce n'était jamais suffisant pour Cameron. Il voulait aller plus loin. Il voulait le contrôle absolu. Alors vint le ciblage psychique. Des patients isolés, casques aux oreilles, écoutèrent des messages répétés sans relâche pendant des semaines. Tu es une mauvaise personne. Tu dois changer. 16 heures par jour. Des centaines de milliers de répétitions frappant ce qui restait de l'esprit. Velma a traversé tout cela. Les chocs, les drogues, l'isolement. Les messages répétés jusqu'à ce qu'elle ne sache plus qui elle était. Quand elle sortit enfin de là, ce n'était plus Velma Orlikoff. C'était une coquille vide. Une ombre. Ses enfants l'ont ramenée à la maison, mais la mère qu'ils avaient inconnue avait disparu. Elle ne se souvenait pas de son mariage. Elle ne se souvenait pas des naissances de ses enfants. Elle ne se souvenait pas des vacances, des disputes, des réconciliations. Rien de ce qui constitue une vie. Elle a dû tout réapprendre. Comment s'habiller, comment cuisiner, comment tenir une conversation. Des compétences qu'un enfant acquiert avant 5 ans,
avait été effacée de l'esprit d'une femme adulte. Et le pire, elle savait que quelque chose clochait. Elle sentait avoir perdu quelque chose d'essentiel. Mais elle ne pouvait pas saisir quoi. Elle ne pouvait jamais récupérer ce que Cameron lui avait volé. Ses enfants ont grandi avec une mère qui était là physiquement, mais absente émotionnellement. Une femme qui les regardait avec tendresse, mais sans mémoire. Qui les aimait dans l'instant, mais ne pouvait pas accéder au passé qu'ils partageaient. Telle était la réalité quotidienne de la famille Zorlikov. Et ils n'étaient pas les seuls. Linda McDonald, 25 ans, mère de 5 enfants, a cherché de l'aide pour sa dépression postpartum à l'Allan Memorial. Elle aussi a croisé le docteur Cameron. 62 jours. C'est le temps qu'elle a passé sous les soins de Cameron. 62 jours de chocs électriques quotidiens. 62 jours de coma chimiquement induit. 62 jours de messages répétés pendant que son cerveau tentait désespérément de se raccrocher à quelque chose, n'importe quoi, d'un tant soit peu cohérent. Quand elle est sortie, Linda avait l'esprit d'un enfant en bas âge, littéralement. Elle ne savait ni lire ni écrire. Elle ne pouvait pas aller aux toilettes seule. À 25 ans, elle devait réapprendre des gestes qu'elle maîtrisait depuis l'âge de 3 ans. Ses 5 enfants ont perdu leur mère à quelque chose de pire que la mort. Elle était vivante. Elle avait le visage et la voix de leur mère. Mais la femme qu'il connaissait avait cessé d'exister. Son mari, épouvanté, a poursuivi Cameron et la CIA des années plus tard en justice. Au cours du procès, les détails de ce qui lui avait été infligé ont été révélés. Ce qu'ils ont découvert était tellement brutal, tellement inhumain, que même les avocats de la défense peinaient à justifier. Cameron ne soignait pas des malades. Il créait des dommages. Son de-patterning ne guérissait rien. Il ne faisait que détruire. Et la CIA le savait. La CIA a toujours su, parce que détruire était exactement ce qu'il voulait apprendre à faire. Mary Morrow, Jeannie Huard, Florence Langleben, Rita Zimmerman, Livia Stadler. Chacun de ces noms représente une famille détruite, une vie volée, une confiance trahie. Certaines sont entrées à l'hôpital avec une légère anxiété, d'autres avec de l'insomnie, des troubles traités facilement, des problèmes qui ne nécessitaient qu'une thérapie conventionnelle et peut-être un traitement médicamenteux léger. Toutes en sont ressorties comme des ombres d'elles-mêmes. Toutes ont vu leurs souvenirs effacés, leur personnalité fragmentée, leur vie volée par un médecin qui avait juré de faire du bien et par une agence qui a décidé que la fin justifiait tous les moyens. Pendant des années, le silence. Pendant des années, les familles ont souffert en secret. Parce que comment expliquez-vous ce que vous ne comprenez pas? Comment accusez-vous des institutions puissantes quand vous n'avez pas de preuves? Comment combattez-vous un adversaire qui nie même son existence? Les patients ne savaient pas qu'ils faisaient partie d'expériences. Les familles ne savaient pas que la CIA était impliquée. Beaucoup des médecins de l'Allan Memorial ne connaissaient pas non plus l'étendue de ce que Cameron faisait. Tout était secret, tout était compartimenté, tout était niable. Mais les secrets ne restent jamais enfouis éternellement. Et parfois, la vérité trouve un chemin pour ressurgir. En 1977, la CIA a été contrainte d'admettre l'existence du projet MKUltra. Pas volontairement, mais parce que des documents ont commencé à s'échapper. Parce que des journalistes ont posé des questions. Parce que des familles comme celle de Velma Orlikov ont commencé à assembler le puzzle. Des enquêtes ont été ouvertes. Des auditions au Congrès ont eu lieu. Et lentement, très lentement, l'ampleur de ce qui avait été fait a commencé à émerger. Mais l'histoire officielle selon laquelle le MKUltra s'est terminé en 1973 est un mensonge. En décembre 2024, la CIA a dû déclassifier 1200 nouveaux documents. 70 ans après, ils prouvent que ce que nous savions n'était que la pointe de l'iceberg. Si la CIA déclassifie seulement maintenant des documents de 1953, qu'est-ce qui reste toujours caché? Il y avait 149 sous-projets dans plus de 80 institutions. Stanford, Cornell, McGill, hôpitaux, prisons, bases militaires. Des lieux de confiance transformés en laboratoires de torture contre des citoyens ordinaires. Imaginez. Vous amenez votre enfant à l'hôpital pour traiter une dépression. À votre insu, il devient sujet d'une expérience clandestine du gouvernement. Ce n'est pas de la fiction. C'est arrivé. Plusieurs fois. Croyez-vous avoir l'estomac solide? Attendez d'apprendre ce qu'ils appelaient un traitement. Parce que la cruauté qui suit défie l'imagination. 7000 soldats ont reçu du LSD à leur insu. D'autres ont subi une privation sensorielle totale pendant 3 semaines. Pas de son, pas de lumière, pas de contact. Suffisant pour fragmenter l'esprit et dissoudre l'identité. Et puis vient la couverture. En 1973,
Le directeur de la CIA, Richard Helms, ordonne la destruction de tous les dossiers. Des camions entiers d'archives sont brûlés. Mais en 1975, le comité Church découvre des fragments qui ont survécu. Registres financiers, témoignages, la vérité suinte par les fissures. Ce qu'ils ont trouvé était assez choquant pour provoquer une indignation nationale. Audition publique, titres en première page. Promesse que cela ne se reproduirait jamais. Si le programme s'est arrêté en 1973, pourquoi la CIA libère-t-elle toujours des documents en 2024? La dissimulation n'a jamais cessé. Le système décide toujours de ce que vous avez droit de savoir. Jusqu'en octobre 2025, quand le témoignage de Sidney Gottlieb, le docteur mort, est enfin divulgué. L'architecte du cauchemar lui-même. Sidney Gottlieb n'était pas qu'un simple bureaucrate de la CIA. Il était le cerveau. L'homme qui a transformé la souffrance humaine en science. Un chimiste brillant, titulaire d'un doctorat, qui aurait pu sauver des vies, mais a choisi de les détruire. Dans les pages maintenant déclassifiées de son témoignage, il y a une phrase qui glace le sang. Interrogé sur les expériences de drogue hallucinogènes sur des citoyens américains à leur insu, Gottlieb a répondu d'un froid effrayant. « Nous devions découvrir ce qui faisait parler les hommes. » Écoutez bien cette phrase. « Ce qui faisait parler les hommes. » Comme si les humains étaient des machines à démonter. Comme si les esprits pouvaient être ouverts comme des coffres forts. Il suffisait de trouver la bonne combinaison de torture chimique. Et voici ce qui est le plus choquant, quand on lui demande s'il ressent du remords pour les vies qu'il a détruites, pour les familles qu'il a brisées, pour ces personnes qui ne sont jamais revenues à elles-mêmes. Gottlieb n'exprime aucun regret. Aucun. Il parle de nécessité de sécurité nationale, comme si cela justifiait n'importe quelle atrocité. Mais qui était le monstre en blouse blanche? La réponse va vous glacer d'effroi. À la CIA, on l'appelait le sorcier noir. Et ce surnom était justifié. Cet homme avait accès à des laboratoires secrets, à des budgets illimités, et à une autorisation terrifiante. Tester n'importe quelle substance sur n'importe quelle personne pour découvrir comment contrôler l'esprit humain. Et le LSD n'était que le commencement. Le témoignage d'octobre 2025 a révélé ce que beaucoup soupçonnaient, mais peu pouvaient le prouver. MKUltra n'était pas juste un programme sur les drogues psychédéliques. C'était un programme d'assassinat, déguisé en recherche scientifique. Pilules empoisonnées. Injections mortelles. Seringues de vérité, qui tuaient au lieu de faire parler. Gottlieb concevait des armes chimiques pour éliminer les personnes que le gouvernement américain trouvait encombrantes. Et il testait sur des civils ordinaires pour s'assurer que cela fonctionnait. Pensez-y bien. Pendant que des familles américaines croyaient que leurs proches recevaient un traitement pour une dépression ou de l'anxiété, Gottlieb les utilisait comme cobayes pour perfectionner les méthodes d'assassinat. Et cela n'a pas respecté les frontières américaines. Congo, 1960, dentifrice empoisonné contre Patrice Lumumba, Cuba, 1961. Cigares et combinaisons de plongée empoisonnées pour Fidel Castro. C'est documenté. Et voici le plus troublant. S'ils ont fait cela aux chefs d'État, imaginez ce qu'ils ont fait aux simples citoyens américains dont personne ne regretterait la mort. Les sans-abri qui ont disparu des rues de San Francisco. Les détenus qui sont morts de cause naturelle, après avoir participé à des programmes de réhabilitation. Les patients psychiatriques dont les familles ont été informées que le traitement n'avait tout simplement pas fonctionné. Chacun d'eux avait un nom. Chacun avait une vie. Chacun avait des personnes qu'il aimait. Et pour Sidney Gottlieb, ce n'était que des données, des chiffres dans un rapport. Sujets expérimentaux, dont les résultats seraient rangés dans des dossiers marqués « ultra secrets », 37 hôpitaux, 44 universités, 12 prisons. Tous financés par Gottlieb. Dans ces documents, il n'appelait pas les victimes des patients. Il les appelait « actifs jetables ». Et quand les familles ont commencé à poser des questions sur la raison pour laquelle leur père, mère, enfant, n'étaient ni plus les mêmes après ce traitement expérimental. La CIA a simplement tout nié, pendant des décennies. Prenez Frank Olson, biochimiste à la CIA, qui a chuté d'une fenêtre en 1953. Suicide, ont-ils clamé. La vérité? Gottlieb l'avait drogué au LSD. Quand Olson a voulu s'en aller, il est mort. Sa famille s'est battue pendant 70 ans pour prouver qu'il avait été assassiné. Et Olson travaillait pour la CIA. Imaginez alors les civils ordinaires. Ceux sans ressources, sans connexion, sans quelqu'un pour les défendre. Des hommes et des femmes de conditions modestes hospitalisés pour dépression et sortis en état végétatif. Des jeunes soldats revenus de la guerre de Corée et utilisés dans des expériences de contrôle mental. Des prostituées recrutées par la CIA pour droguer des clients dans des appartements remplis de caméras et de microphones cachés. Chaque histoire est une tragédie. Chaque vie,
Un univers de souffrance qui ne sera jamais complètement guéri. Et Gottlieb? Il a pris sa retraite. Il a élevé des chèvres en Virginie. Et il est mort en paix. Sa justification? J'étais un patriote qui faisait ce que mon pays exigeait. Et la question qui persiste, comment un seul homme a-t-il pu perpétrer tout cela pendant 20 ans sans être inquiété? Parce que Gottlieb n'a pas agi seul. Il avait des supérieurs qui approuvaient chaque expérience. Des médecins qui conduisaient des tests. Des avocats qui falsifiaient les documents pour protéger l'agence. Des politiciens qui fermaient les yeux parce que c'était d'intérêt national. Le système tout entier était complice. Et en 2025, nous sommes encore en train d'en payer les conséquences. Parce que les victimes n'ont jamais cessé de se battre pour la justice. Les familles n'ont jamais accepté les mensonges. Et ce qu'elles découvrent dans les tribunaux va vous choquer. 70 ans plus tard, les familles sont toujours au tribunal. Elles découvrent toujours de nouveaux documents. Elles déterrent toujours des vérités enfouies sous des couches de secrets et de mensonges. Et ce qu'elles ont découvert récemment va ébranler tout ce que vous croyez savoir sur la protection gouvernementale et les droits humains. 2025. Un tribunal à Montréal. Des familles de victimes de MKUltra face au gouvernement qui a détruit leurs parents. Elles ne réclament pas des millions. Elles demandent quelque chose d'infiniment plus précieux, la vérité. Et ce qu'elles découvrent, que 70 ans après, le combat pour la justice ne fait que s'amorcer. En mai 2024, la Cour suprême des États-Unis a rendu une décision qui a tout basculé. Des victimes de MKUltra, des personnes torturées au nom de la science, des vies ravagées par des expériences illégales, ont poursuivi le gouvernement fédéral. Elles demandaient la reconnaissance. Elles demandaient une réparation. Elles voulaient qu'on admette, cela s'est passé, et c'était mal. La Cour suprême a décidé, non. Le gouvernement fédéral ne peut pas être poursuivi pour MKUltra. L'immunité souveraine, c'est la justification donnée. L'État est au-dessus de la loi. Il peut détruire des vies, effacer les souvenirs, torturer des citoyens au nom de la sécurité nationale, puis fermer la porte. Désolé, nous ne traitons pas de réclamation. Imaginez la scène. Une femme de 80 ans, assise dans un fauteuil roulant, regarde les juges droit dans les yeux. Elle tremble. Pas de peur, de rage. Ma mère ne se souvenait même plus de mon nom, dit-elle. Ils ont effacé qui elle était. Et vous me dites que je ne peux même pas demander pourquoi. Silence dans la salle d'audience. Les avocats du gouvernement ne la regardent pas. Ils regardent leur dossier. Procédure. Documents. Immunité souveraine. Elle continue. Elle est morte sans jamais savoir ce qu'on lui avait fait. Moi, je ne mourrai pas avant de le savoir. Mais le système a rendu son jugement. Le système se défend. Il s'est toujours défendu. Et il se défendra toujours. Et voici la partie qui vous glace. Si le MKUltra a vraiment pris fin en 1973, si ce n'était qu'une erreur du passé, un programme qui a déraillé et qui a été fermé, pourquoi cette résistance? Pourquoi en 2025 le gouvernement se bat-il toujours pour ne pas déclassifier les documents? Pourquoi cette immunité persiste-t-elle? Pourquoi y a-t-il toujours des secrets? Parce que ce n'est pas terminé. Point. La résistance institutionnelle ne protège pas les erreurs du passé. Elle protège les opérations du présent. Au Canada, un accord en 1988 n'a indemnisé que 80 victimes. C'est une farce. Aujourd'hui, en 2025, des centaines de familles se sont unies dans une action collective massive contre le gouvernement et l'université McGill. Qu'est-ce qu'elles demandent? La divulgation complète, des excuses officielles, une réparation adéquate. Et par-dessus tout, qu'on cesse de dissimuler. Parce que 70 ans plus tard, des documents restent classifiés. 70 ans, 3 générations. Et les archives restent toujours cachées. Pourquoi? La question éternelle. Si le programme s'est terminé, si ce n'était qu'un chapitre sombre du passé, pourquoi y a-t-il toujours des secrets? Pourquoi en 2025 des familles combattent-elles encore en justice pour obtenir des informations basiques sur ce qui est arrivé à leurs parents? La réponse logique, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être divulguées, parce qu'il y a des liens toujours actifs, parce que le MKUltra n'a pas été un programme isolé fermé en 1973, c'était le prototype, la fondation. Et ce qui a été édifié dessus est toujours en place. Réfléchissez-y. En 2024, la Cour suprême des États-Unis a bloqué les procès contre le gouvernement pour des expériences menées il y a plus de 50 ans, un demi-siècle. Et pourtant, immunité. Protection totale. Il ne s'agit pas de protéger la réputation de savants décédés. Il ne s'agit pas d'éviter une honte historique. Il s'agit de protéger des opérations présentes.
Car avouer que MKUltra a créé des techniques efficaces de contrôle mental, c'est ouvrir une porte. Une porte à des questions. Où sont-elles utilisées aujourd'hui? Qui y a accès? Qu'a-t-on fait de décennies de recherche sur la manipulation psychologique? Et le gouvernement ne souhaite pas répondre à ces questions. Donc il invoque l'immunité souveraine. Il classe les documents. Il refuse l'accès. Et quand les familles des victimes se présentent au tribunal, 40, 50, 60 ans plus tard, toujours tremblantes de rage, réclamant la vérité, le système répond « non ». Mais voilà le détail qui dénonce tout. Les procédures judiciaires de 2025 ne traitent pas que du passé, elles traitent du présent. Car les familles ne disent pas seulement que leurs parents ont été torturés dans les années 60. Elles disent que la couverture se poursuit maintenant. Que la résistance à la révélation est une opération active, pas une vieille relique historique. Et elles ont raison. Au Québec, l'approbation de l'action collective a été une victoire. Mais c'était juste le début. Parce que le gouvernement n'ouvrira pas ses archives en disant « Désolé, voilà tout ». Il va se battre, il va traîner, il va utiliser chaque outil juridique disponible pour retarder, bloquer, entraver. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à cacher. Toujours. Mais tenez-vous bien. C'est ici que les points se connectent de manière glaçante. Les procès ne portent pas que sur le passé. Ils vous avertissent pour votre avenir. Si le gouvernement avoue avoir créé des techniques de contrôle mental, puis prétend avoir arrêté, mais cache les documents, qu'est-ce que ça nous dit vraiment? Que ça n'a jamais arrêté. Regardez la chronologie. 1973. MKUltra officiellement clos. 1977. Audition au Congrès. Archives détruites. 1988. Accord au Canada. Compensation minimale. 1995. Le projet Stargate ferme. Ou vraiment. 2024. La Cour suprême bloque les procès. 2025. Les familles combattent toujours pour la vérité. 70 ans de résistance institutionnelle. 70 ans de documents classifiés. 70 ans de « nous ne pouvons pas commenter ». Ce n'est pas la protection de vieux secrets. C'est la protection d'opérations actives. Et les survivants le comprennent. Quand une femme de 81 ans, qui a passé sa vie à regarder sa mère décliner mentalement sans comprendre pourquoi, se lève au tribunal et dit « Il cache toujours ». Elle ne parle pas du passé. Elle parle du présent. Parce que si le MKUltra avait réellement pris fin, si ce n'était qu'une expérience qui a déraillé et été arrêtée, ce serait simple de tout divulguer. Ouvrir les archives, reconnaître les erreurs, indemniser les victimes, avancer. Mais ils ne le font pas. Parce qu'ils ne peuvent pas. Parce que révéler l'intégralité du MKUltra exposerait ce qui a suivi. Et ce qui a suivi se poursuit. Donc les procès de 2025 ne concernent pas que la justice historique. Ils concernent l'exposition contemporaine. Chaque procès, chaque document déclassifié demandé, chaque témoignage de survivants constitue une menace pour les opérations qui n'ont jamais vraiment pris fin. Et le système répond avec force, immunité souveraine, secret d'État, obstruction judiciaire. Mais des fissures apparaissent. Car même avec toute la protection, même avec toutes les barrières légales, la vérité s'échappe. Les témoignages des survivants, les documents qui ont survécu à la destruction. Les connexions entre des programmes, soi-disant clos. Ces fissures nous amènent plus loin, car les procès prouvent que la couverture est active. Mais une autre forme de preuve existe. Une provenant de l'intérieur. Des lanceurs d'alerte affirment « le MKUltra n'était que le commencement ». Les programmes de vue à distance, officiellement fermés en 1995, n'ont jamais cessé. Le projet Stargate. 20 ans d'espionnage psychique, de vision à distance et d'influence mentale. Officiellement fermé en 1995. Mais les lanceurs d'alerte disent différemment. Et s'ils avaient raison? Si ces programmes n'avaient jamais pris fin? Cela expliquerait tout. Pourquoi les documents restent classifiés 70 ans après? Pourquoi la Cour suprême a bloqué les procès en 2024? Pourquoi les familles en 2025 font toujours face à une massive résistance institutionnelle? Parce qu'il ne s'agit pas de protéger le passé. Il s'agit de protéger le présent. Alors, la question n'est plus « le MKUltra a-t-il pris fin ?» La question est « qu'est-ce qui tourne maintenant ?» 1977. Pendant que les archives MKUltra étaient rebrûlées, un autre programme venait à peine de commencer. Le projet Stargate. 20 ans de recherche clandestine de la CIA sur l'espionnage psychique. Et certains affirment que cela n'a jamais pris fin. Réfléchissez. Pendant 20 ans, alors que le monde suivait la guerre froide traditionnelle, les satellites, les missiles nucléaires,
La CIA pariait secrètement sur quelque chose qui semble pure science-fiction. Vision à distance. La capacité d'utiliser l'esprit humain pour espionner des bases soviétiques à l'autre bout de la planète. Sans équipement, sans technologie, juste l'esprit. 18 millions de dollars. 20 ans de recherche. Et officiellement, cela s'est arrêté en 1995. Pensez-y. S'ils ont camouflé la torture de citoyens pendant 70 ans, croyez-vous vraiment qu'ils nous diraient la vérité sur leurs espions psychiques? En août 2025, Popular Mechanics et des lanceurs d'alerte affirment que des équipes de vision à distance sont toujours actives. Le motif se répète. La CIA a dépensé 18 millions de dollars pour localiser les missiles soviétiques avec l'esprit. Uri Geller y était impliqué. Officiellement, Stargate s'est arrêté en 1995, mais des lanceurs d'alerte en 2025 affirment « Ces programmes n'ont jamais cessé. Ils ont juste changé de nom. » La vraie question, qu'est-ce qui fonctionne maintenant? En 1950, la technologie était primitive, LSD et électrochoc. En 2025, intelligence artificielle, Neuralink, surveillance généralisée. S'ils ont créé le MKUltra avec la technologie des années 50, que font-ils aujourd'hui? Que pouvez-vous faire? Exiger la transparence. Questionner l'autorité. La vigilance n'est pas de la paranoïa, c'est un impératif. L'histoire du MKUltra le prouve. Le pouvoir sans contrôle crée l'abus. Nous ne pouvons pas réparer le passé de Linda ou de Velma, mais nous pouvons façonner l'avenir. La vérité n'a pas besoin de permission, elle a besoin de voix. Soyez l'une d'elles. Partagez cette histoire. Dites en commentaire ce qui vous a le plus bouleversé. Les secrets détruisent les familles, la vérité les guérit. Merci d'avoir regardé, et rappelez-vous, ils comptent sur votre silence. Ne leur accordez pas cette satisfaction.